Bonjour Maxime, tout d'abord merci d'avoir accepté de nous accorder un portrait de toi pour l'émission Chasseur d'étoiles. Pourrais-tu te présenter à nous dans un premier temps? Alors déjà, merci à vous de me recevoir. C'est vraiment un grand honneur pour moi de venir ici, de pouvoir parler. Alors moi, je suis monté en Israël il y a 6 ans. J'ai décidé de faire l'Alia quand j'avais 22-23 ans. Je suis venu sans mes parents, parce que mes parents n'étaient pas encore prêts à faire l'Alia. Donc j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains, comme on dit, et de venir en Israël. Ça a toujours été mon rêve. Et lorsque je suis arrivé en Israël, j'ai fait 1 an de yeshiva pour commencer. Et je me suis engagé à l'armée. Après l'armée, j'ai commencé à travailler dans la sécurité. Je travaille également à l'étranger. Puis en revenant, j'ai commencé mes études. Que s'est-il passé pour toi le 7 octobre dernier? Alors le 7 octobre dernier, déjà d'un point de vue personnel et surtout d'un point de vue national, je pense que le monde s'est écroulé pour le peuple juif. Je vais vous raconter après comment ça s'est passé pour moi, comment s'est déroulée ma journée, etc. Mais d'abord, c'est important de commencer et de dire que personne s'y attendait. Personne s'y attendait. On a tous été sûrs de nous-mêmes qu'en Israël, jamais ne pourrait se reproduire un acte qui est similaire à ce qui s'est passé. Ça nous a rappelé les pires heures de notre histoire. Je fais référence à la Shoah. Et tout le monde était sûr, était certain, était confiant dans les services de sécurité, dans l'armée. Et lorsqu'on a pris conscience de l'ampleur de ce qui se passait et des faits qui étaient en train de se dérouler au sein même de notre pays, je pense qu'on a tous été un peu choqués. Pour ma part, le 7 octobre, j'étais chez moi. Il faut savoir que je suis chômeur Shabbat, donc c'était pendant Shabbat, Simchat Torah. Je suis chômeur Shabbat, mais mon téléphone est allumé. Parce que je travaille dans la sécurité, il faut que je sois joignable à n'importe quel moment. Donc j'ai mon téléphone qui est allumé, mais je peux pas le toucher si ça concerne pas le travail. J'étais chez moi et je vois des appels, des messages, des appels. Donc je me dis qu'il est en train de se passer quelque chose. Soit c'est le travail, il se passe quelque chose, il faut que j'aille au travail. Soit c'est ma famille. Il y a un drame dans ma famille, Chas v'Shalom, et il faut que je comprenne ce qui se passe. Et quand j'ai pris conscience de ce qui passait au départ, j'ai vu qu'il se passait une attaque sur le sol israélien. Je me suis dit, bon, c'est un acte terroriste comme un autre. Malheureusement, en Israël, on est habitué à ça. C'est la première fois qu'on vit des drames de ce genre. Donc voilà, je me suis dit, ok, c'est un de plus, c'est triste, mais on est habitué. Surtout que moi, je travaille dans la sécurité, dans les Yehuda et Shomron, c'est la Judée-Samarie. Et je travaille dans la sécurité d'une zone des habitants juifs qui habitent là-bas. Je décide d'aller à la synagogue, parce que c'était Shabbat. Et quand je descends en bas de chez moi, dans la rue, j'ai l'impression de voir le chaos dans la rue. Les voitures, alors que c'était Shabbat, d'un moment il n'y a pas de voiture dans ma rue. Les gens en Madim, le Madim c'est l'uniforme de Tzahal. Et là je comprends qu'il se passe quelque chose. J'essaie d'appeler mon travail, et il m'a dit il faut que tu viennes tout de suite. On a besoin de toi, il s'est passé une attaque de grande ampleur sur le territoire israélien. Des milliers, des centaines de terroristes qui ont pénétré le territoire israélien, et on a besoin de toi au travail. Donc voilà, au départ, à cette heure-là, il devait être midi. Et je rentre chez moi, je prends mes affaires et je vais au travail. Donc on est au travail, je suis dans la sécurité. Et là, je reçois un appel de mon commandant. Et il me dit Tsaf Shmoné. Tsaf Shmoné, c'est une convocation d'urgence qui veut dire qu'on est en état de guerre. On est en état d'urgence, en état de guerre. Et il faut absolument se rendre dans les bases, dans les points de regroupement le plus vite possible. Et là, je comprends qu'il est en train de se passer vraiment quelque chose de très sérieux et qu'on va rentrer en guerre. Donc toi, tu te rends à la base. On t'a demandé d'arriver le plus vite possible. Et qu'est-ce qui se passe pour toi? Je me rends à la base. À ce moment-là, je vois mon commandant, je vois mon officier, je vois mes amis de l'armée, etc. Il y avait un espèce de silence. D'habitude, quand on se voit, après autant de temps qu'on se rejoint pour faire des entraînements, etc., on est content de se voir, on rigole, chacun raconte son histoire, sa famille, ses enfants, comment ça va, etc. Là, il y avait un silence. Tout le monde était un peu choqué et on était convaincus qu'on allait rentrer en guerre dans quelques heures. Pour nous, c'était évident avec ce qui s'était passé. On commençait à recevoir les vidéos, on commençait à recevoir sur les réseaux, comprendre l'ampleur de ce qui s'était passé. Il faut que vous veniez au point de rencontre dans une base qu'on appelle Yamar. C'est une base où il y a toutes les affaires, tout l'équipement militaire. On se rejoint tous là-bas et c'est le point, le stade avant de rentrer en guerre. Donc ce qu'on nous a dit, il donne pas trop de détails en fait. Ils vous disent voilà, tu sois le plus possible sans te donner des détails de pourquoi du comment. Ce qu'on appelle le Tsaf Shmoné. Il faut pas poser de questions, il faut tout laisser. Ceux qui ont des enfants, ceux qui ont des femmes, ceux qui ont du travail, tu laisses tout de côté.
et tu pars immédiatement à l'armée. Pour moi, dans ma tête, honnêtement, entre nous, avec ce qui s'était passé, j'étais sûr que j'allais rentrer au Liban. Donc maintenant, il faut savoir que moi, je suis dans Golani. Je me suis engagé dans Golani lorsque j'étais à l'armée. D'où Hamishim Vecha, la brigade 51. Et Golani, la particularité de Golani, c'est le Liban. C'est le nord du pays. En fait, il y a 5 unités. Il y a Golani, Givati, Nahal, Kfir, Tsantranim. Et chaque unité, elle a une particularité. Elle est affectée à une zone du pays. Nous, on est sur le nord. Moi, dans mon entraînement, quand j'étais à l'armée, on nous a toujours parlé du Liban. Lorsqu'on avait des cours, lorsqu'on avait des études sur l'ennemi, etc., on apprenait sur le Hezbollah, du Liban. Donc pour moi, c'était sûr que j'allais rentrer au Liban. Et quand tu arrives à la base, donc tu récupères ton matériel, ensuite tu es envoyé où? Alors lorsque j'arrive à la base, je récupère mon matériel, mon arme, tout mon équipement, et ils nous envoient immédiatement dans une ville qui s'appelle Metula. Alors par rapport à les zones géographiques, etc., je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Par rapport à les tactiques, etc., on va éviter de rentrer dans les détails. Mais en tout cas, c'est à la frontière du Liban. Metula, c'est la ville, on va appeler ça une ville, un village, le plus proche du Liban. La dernière maison à Metula, elle est peut-être à quelques centaines de mètres de la barrière de sécurité qui sépare Israël du Liban. Ok. Et tu peux nous en dire un peu plus justement de ces journées que tu passes sur le terrain, les conditions, le moral, les permissions de sortie? Au départ, le moral, il était qu'on était concentrés. Chacun avait été venu, avait laissé sa vie de côté. On était tous conscients qu'il s'était passé quelque chose de dramatique au niveau national, au niveau même du peuple juif. On était tous conscients qu'on était à un moment historique et qu'il fallait donner le meilleur de soi-même. Je m'excuse de te couper, Maxime. Juste une petite question. Comment se fait-il, alors que ce qui s'est passé majoritairement, c'était dans le sud, à Gaza, comment se fait-il que vous êtes envoyé dans le nord? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Alors c'est une excellente question. Sans trop rentrer dans les détails, il faut comprendre que le Hamas, donc dans le sud, c'est la bande de Gaza qui est contrôlée par le Hamas. Hamas, c'est un mouvement terroriste, extrémiste, sunnite. Le nord du pays, le principal ennemi qui nous menace, c'est le Hezbollah. Le Hezbollah, c'est, on va dire, une mini-armée. Ils sont beaucoup plus organisés, ils ont beaucoup plus de fonds, beaucoup plus d'organisation. Chiites. Ok, il y a une différence entre les sunnites et les chiites. Il faut comprendre que, actuellement, si on regarde les relations, les liens géopolitiques dans le Moyen-Orient, il y a une alliance qui se crée entre les sunnites du sud du pays et les chiites du nord du pays. Malgré que c'est deux mouvements qui sont toujours opposés, qui sont toujours fait la guerre. C'est deux mouvements qui dérivent qui sont dans l'islam, mais qui ont pris une dérive à un certain moment dans l'histoire de l'islam, après la mort du prophète Mahomet. Il y a une alliance qui se crée, et cette alliance, elle a pour but de nuire à Israël. Ça veut dire que si on regarde dans l'histoire du Moyen-Orient, de l'islam, du monde arabe, les sunnites et les chiites, les différents mouvements qui sont toujours fait la guerre, le seul point sur lequel ils ont réussi à s'entendre, c'est sur la haine d'Israël. Le seul point sur lequel ils ont réussi à les réunir et sur lequel ils ont réussi à faire la paix, c'est sur le point qu'il faut détruire Israël et anéantir les Juifs. Sachant ça, l'État d'Israël, le cabinet de sécurité qui prend cette décision, ils ont compris qu'il y avait un lien entre les chiites, c'est-à-dire le Hezbollah au Liban, dirigé par l'Iran, et les sunnites du sud du pays qui nous menacent. Et ils avaient peur que cette attaque prenne une grande ampleur. Ils avaient peur que ça devienne non pas une attaque le 16 octobre du sud du pays, mais une attaque de tous les ennemis d'Israël ensemble sur Israël. Comme par exemple ce qui s'est passé pendant la guerre de Kippour, la guerre des 6 jours, etc. Donc automatiquement, une fois qu'ils ont compris qu'on avait une attaque de grande ampleur sur le territoire israélien, premièrement, c'est de renforcer les frontières. C'est d'éviter qu'il y ait des débordements et que d'autres ennemis profitent un peu de la situation. C'était une situation en Israël, il faut savoir que c'était une incompréhension totale. Au départ, personne n'était prêt à ça. Donc ils avaient peur que les gens profitent un peu de qu'on soit déstabilisé par cette attaque et qu'on soit attaqué aussi par le nord du pays. Du coup, ils ont envoyé énormément de forces, notamment nous, parce qu'on est affecté au nord du pays, pour justement contenir et éviter que ça déborde. Au départ, on était très concentrés. Ensuite, ils ont commencé à nous dire, bon, on rentre dans une longue période de Milouim, de réserve.
Et pour l'instant, on reste à Metula et on garde les positions. C'est notre mission. On reste à Metula pendant une certaine période. Et ensuite, on est affecté à un autre endroit, étant donné que Metula, c'est une zone qui est exposée. Il y a le Hezbollah au nord du pays. Ils ont pris l'habitude, malheureusement, de tirer des missiles anti-chars, de tirer des roquettes sur les positions israéliennes afin de faire le maximum de dégâts. Donc, c'est devenu une guerre de position. Ça veut dire que d'un côté, Israël ne veut pas déclencher la guerre avec le Hezbollah. Le Hezbollah ne veut pas déclencher la guerre avec Israël, mais on fait des guerres de position. Ils tirent sur les positions israéliennes, ça tire sur les positions du Hezbollah. Et du coup, Metula, c'était une zone qui était assez exposée. On était vraiment, si vous voyez un peu la topographie de Metula, ce qu'on appelle Etzba à Galil, le doigt de Galilée, c'est vraiment dans le territoire libanais. Donc on a été exposé. Donc ils nous ont dit, on va passer dans une autre zone. Je ne pourrais pas trop rentrer dans les détails si vous me permettez, sur les zones géographiques, etc. On va éviter de donner des informations à notre ennemi. Aucun problème. J'imagine qu'il y a sûrement un ennemi qui va regarder cette vidéo. J'espère pas. J'espère pas, mais en tout cas, s'ils nous regardent, il faut qu'ils sachent qu'on est déterminés et qu'on va tous les vaincre. Et du coup, ils nous ont dit, maintenant, on va changer de position et on va aller dans le Shetar. Quand on était à Metula, on était dans des maisons, les maisons des habitants. Le Shetar, ça veut dire le terrain. Donc, on est parti dans une zone, X ou Y, sans rentrer dans les détails. Et on a commencé à faire notre camp dans le Shetar, dans des tentes, et rester sur une longue période. Ok. Et le moral dans tout ça? Le moral, au départ, il était assez élevé. Au départ, il y a de l'adrénaline. Quand tu es conscient qu'il est en train de se passer quelque chose, que ton peuple il souffre, que tu vois des vidéos, des horreurs, etc., tu te dis, j'ai envie de me venger. Dans le bon sens du terme. T'as une certaine rage en toi, t'as une certaine émotion en toi qui te pousse à donner le maximum de toi-même. Avec le temps, au fur et à mesure que tu restes sur le terrain, qu'il fait froid, qu'il pleut, que tu commences à avoir de la nourriture qui est de moins bonne qualité, tu commences à ressentir un peu la fatigue, etc., le moral il baisse. Justement, tu parlais de nourriture. Il y a quelques semaines, tu as lancé un appel aux dons pour l'achat de matériel. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui peut parfois manquer, justement, au sein de ton unité? Alors du coup, on a fait un appel aux dons. Faut savoir qu'à l'armée, lorsqu'on arrive, c'est pas qu'ils nous donnent pas de matériel pour combattre. C'est une armée qui est organisée, c'est une armée qui est puissante. Mais il faut savoir que là, c'était un cas extrême. Il y avait beaucoup de personnes. On était dans une guerre où c'était pas prévu. On a été pris par surprise. Et du coup, il faut savoir que le matériel qu'on a reçu, nous, les réservistes, c'était un matériel. Il y avait du matériel, mais il était de moins bonne qualité. C'est un matériel qui était ancien. Moi, quand j'ai ouvert mon sac, j'ai pris ma veste, mon gilet pare-balles. Et bon, j'ai vu que c'était vraiment ancien. Parce que quand j'étais à l'armée, je me suis entraîné avec du nouveau matériel et ça n'a rien à voir. Donc du coup, on a fait un appel aux dons pour avoir du matériel qui est plus sophistiqué et qui nous permet à nous de mieux réaliser notre mission. D'accord. Ça vous a aidé, ça vous a remonté le moral. Vous avez reçu quoi exactement de toutes ces associations? Alors, moi, pour ma part, au départ, j'ai reçu beaucoup de vêtements chauds, des cache-cou, des vêtements chauds, Des gants? des gants. Déjà, ça nous aide vraiment pour réaliser notre mission. C'est sûr que ça change tout. Quand tu as du matériel qui est efficace, où tu te sens à l'aise, tu te sens mieux pour réaliser ta mission. Et de deux, il y a quelque chose que moi j'ai beaucoup retrouvé chez les soldats, que j'ai mis en relation avec l'association, qui ont reçu. Ils m'ont dit, c'est même pas pour le vêtement en soi, mais c'est de voir qu'il y a des gens Qui pensent à nous? qui pensent à nous, qui ont de l'attention pour nous. Ça nous réchauffe le cœur et ça nous donne envie encore plus de continuer. Donc c'est cette entraide, on a vu qu'après le 7 octobre, il y a une entraide qui s'est révélée au sein du peuple d'Israël. Et c'est quelque chose d'incroyable, surtout dans les premières semaines. Il y avait des afrachotranot, il y avait des gens qui s'organisaient pour la nourriture. C'était tout le pays qui se mobilisait. Et ça, il faut savoir que quelqu'un qui est sur le terrain, qui vit des moments difficiles, et des moments difficiles, il y en a. Ça peut être lié au temps, ça peut être lié à la fatigue, d'être loin de la famille. Psychologiquement, des fois, c'est difficile pour tout le monde. Ça aide énormément, ça te donne envie de continuer. Je te dis que je suis pas seul. C'est-à-dire que nous, on est sur le terrain, on est à l'avant, et même ceux qui sont à l'arrière, ils font partie de cet effort. Donc ça nous renforce. Tu penses qu'il peut y avoir la paix en Israël? Je pense qu'il peut y avoir la paix en Israël, mais pas à n'importe quel prix. Aujourd'hui, si on regarde la société israélienne, elle est divisée entre la gauche et la droite d'une certaine manière. Pour vulgariser un petit peu, c'est pas exactement ça, mais pour vulgariser, à la gauche et la droite. Si on regarde aujourd'hui les gens qui sont de gauche, ils sont prêts à faire la paix à n'importe quel prix.
Moi, pour ma part, je suis pas prêt à faire la paix à n'importe qui. Je veux que mon pays soit en paix, mais pas pour rendre des territoires, pas pour, mettre en danger des populations israéliennes. Je veux pas être perdant dans cette bataille qui se joue entre nous et nos ennemis. Et si justement tu devais donner des conseils aux jeunes juifs partout dans le monde, qu'est-ce que tu leur dirais? Si je devais donner des conseils aux jeunes juifs en Israël, je leur dirais de venir en Israël. Je leur dirais de faire l'Aliyah et de faire ce pas en avant. Je leur dirais ce que moi, on m'a pas dit quand j'étais en France. C'est un processus que j'ai fait avec moi-même, tout seul, une prise de conscience. Mais aujourd'hui, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui sont en France et qui sont hésitants, ou bien même qui disent qu'ils sont convaincus que pour eux, Israël, c'est pas leur avenir. Aujourd'hui, surtout avec ce qui s'est passé le 7 octobre, il faut comprendre que le peuple juif, il a sa place en terre d'Israël. On est menacé de partout dans le monde. J'ai regardé des statistiques dernièrement en France, il y a une évolution de 1000%, ce qui est énorme, des actes antisémites. Il faut comprendre que ce qui s'est passé le 7 octobre, pour moi, c'est un exemple de la puissance d'Israël. Il y a certains qui diront, c'est incroyable, ça montre à quel point l'armée elle est faible, etc. Mais moi, je pense qu'il faut voir les choses d'une autre manière. Le 7 octobre, il y a une attaque de grande ampleur sur le territoire israélien contre les populations israéliennes juives. C'est une attaque antisémite qui a pour but d'attaquer le peuple juif. C'est clair. Il n'y a rien de politique et il n'y a rien de militaire. C'est de la barbarie. Mais la réponse qu'il y a eu, cette réponse-là qui s'est passée en quelques heures, que toute l'armée s'est mobilisée, et qu'aujourd'hui, grâce à Dieu, si on regarde les résultats sur le terrain à Gaza, on a presque éliminé le Hamas. On a détruit Gaza. Et cette réponse-là, cette force-là, qui appartient à Israël aujourd'hui, elle ne peut avoir lieu que parce qu'on a un pays, une armée et une indépendance. Chas v'shalom, si demain les populations juives de Chutz La'aretz, de France ou de n'importe où dans le monde, elles sont attaquées de la même manière, cette réponse-là, elle n'aura jamais lieu. Personne ne bougera le petit doigt pour les juifs. Personne ne bougera un doigt pour défendre les communautés juives. Comme ce qui s'est passé pendant la Shoah, si on regarde notre histoire, on a été attaqué à plusieurs reprises, on a été persécuté, et personne ne nous a jamais aidés. Il faut comprendre cette prise de conscience-là, pour moi, le sionisme, qui a commencé avec Théodore Herzl et qui a évolué jusqu'à aujourd'hui, Baruch Hashem, c'est la prise de conscience que le juif doit se prendre en main et doit être indépendant. Il doit œuvrer pour sa survie. Et pour moi, venir en Israël, faire l'armée, faire travailler, étudier, venir vivre en Israël, faire partie de cette histoire, c'est justement renforcer le fait que nous, aujourd'hui, en Israël, on a une capacité de répondre à nos ennemis et de les anéantir. Et c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Le Hamas, il va être anéanti. Et les Hachem, si ça évolue dans l'ordre, on va s'occuper du Hezbollah et on va les anéantir. Amen. Merci Maxime d'être venu apporter ton témoignage. On te souhaite les plus belles choses à venir. Merci beaucoup. Et si Dieu veut des bonnes nouvelles. Les Hachem, Toda Rabba. Merci beaucoup.